Bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, que nous construisons l'ensemble humain, chaque être humain travaille à cette œuvre, l'ensemble humain travaille sans le savoir à construire un paradis pour nos futurs descendants. Nous évoluons vers l'ultime perfection de l'humanité. Voilà. Donc évidemment, ça prendra encore du temps. Il faudra encore quelques siècles d'évolution au rythme où on voit l'évolution, même si elle s'est accélérée, même si on sent bien qu'il y a une accélération, des prises de conscience tout à fait récentes, nouvelles, sur le climat, sur la paix, sur etc., etc. On voit bien que la mentalité humaine est en train de concevoir le monde de façon universelle. Pour la jeunesse, les générations qui arrivent, elles ont ce sentiment d'appartenir à l'humanité de plus en plus. Et évidemment, de génération en génération, on arrivera à une sorte de totalité. Et puis, c'est le mécanisme, c'est quelque chose qui est intégré dans le système vivant, à mon sens. C'est-à-dire que toute espèce cherche intuitivement à atteindre son état de perfection, sa meilleure fluidité dans l'eau, sa meilleure fluidité dans l'air, sa meilleure adaptation au milieu, son camouflage, sa rapidité, pour certains son intelligence, etc. Et pour l'humanité, eh bien c'est autre chose. C'est atteindre le plus haut sommet de l'esprit. Et le plus haut sommet de l'esprit, c'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est le moteur qui nous amène au plus haut sommet de l'esprit. C'est un des outils, l'intelligence. Mais en réalité, c'est l'accession au bonheur suprême, à l'extase. C'est ça le niveau le plus haut de l'esprit que l'homme, à mon sens, peut atteindre actuellement, c'est-à-dire atteindre l'éveil, ce que les bouddhistes appellent l'éveil, l'extase dans le soufisme. On le retrouve dans toutes les religions, ces états cette quête de fusion avec le divin. Et en fait, c'est ça l'extase. C'est le nirvana, c'est etc., etc. Donc, voilà la finalité, selon moi, que l'humanité cherche à atteindre. Et l'intelligence, elle permet de techniquement nous amener à cet état-là. Il faut que nous résolvions trois grands, et c'est tout être humain sur cette planète travaille pour un de ces trois grands chantiers. La maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement. Maîtrise du comportement pour atteindre le degré où plus aucun homme ne représentera un danger pour lui-même, pour les autres, pour la planète, pour les autres espèces. Donc un être humain entièrement pacifié. Et il faut que ça soit l'ensemble humain qui ait atteint ça. C'est pas un petit groupe humain, c'est l'ensemble humain qui doit atteindre cet état. La maîtrise progressive de l'environnement, c'est atteindre le 100% écologique. Le moment où l'humanité n'aura plus aucun impact négatif sur la planète. C'est une question c'est très proche, il faudra un siècle peut-être pour atteindre ça. Mais on voit bien que toute l'énergie est en train, une grande partie de l'énergie, il y a une partie de l'énergie qui est en train de faire la guerre, ceux qui sont embahis de leur testostérone, les faucons américains, russes, chinois, je ne sais pas, européens, etc., qui sont embourbés dans leur coup de menton, dans leur désir de domination, et en fait, qui prennent les décisions d'évoluer par la destruction pour l'ensemble du monde. Ils ne sont pas nombreux en réalité. Et ils seront éveillés eux aussi à cette évolution. C'est qu'une question de temps. Voilà, alors. Et puis la maîtrise du questionnement. Eh bien, c'est pareil. Comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant le
qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers? Pourquoi il y a un univers plutôt que rien? Qu'est-ce que c'est que notre conscience? Est-ce qu'elle est au-delà, à l'intérieur de nous, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la mort? Qu'est-ce qui se passe, etc. Toutes les grandes questions métaphysiques, l'humanité, progressivement, vise à y répondre et y répondra. On parviendra à comprendre pourquoi nous sommes là, quel est notre sens, etc. etc. Alors, je vais reprendre parfois j'utilise donc soit des ouvrages, soit des émissions de radio que j'écoute souvent sur France Culture. Eh bien là, c'était Les Chemins de la Philosophie, une émission de 2016 qui était consacrée à la pensée avant-socratique, la philosophie pré-socratique. Ça concerne l'Occident, parce qu'il y a une pensée africaine, il y a une pensée asiatique, il y a une pensée... Voilà, là c'est bien... Il faut bien replacer les choses à ce niveau-là. Il faut penser aussi que cette réflexion, elle est intuitive, c'est plutôt artistique. Je ne suis pas un universitaire, je ne maîtrise pas mon sujet, je le découvre la plupart du temps en même temps que je l'écoute, parce que j'ai écouté des petites bribes dans la nuit, mais voilà, de façon un peu en me disant, tiens, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça parce que ça m'intéresse. Voilà, mais je maîtrise pas et j'ai pas les compétences. Donc voilà, il faut bien le prendre tel que c'est. C'est à ce niveau-là. Ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que vous pouvez apprendre à travers ces émissions, et puis parce qu'elles sont vraiment, à mon sens, géniales. Et puis donc apprendre et puis se poser la question de où va l'humanité. C'est ça le fondement de ce travail, ce qu'on commence à se poser, éclairer que de plus en plus de monde se pose ce type de question, où va l'humanité? Parce qu'on avance à tâtons, comme ça, la tête baissée, on avance dans ce coin, on se tape contre le mur, là ça passe pas, on va de l'autre côté, ça passe pas, là ça passe, etc. Voilà comment évolue l'humanité. Et elle évolue avec l'antagonisme, avec la violence, avec la guerre aussi. Bien sûr, elle évolue également avec la fraternité, l'entraide, les échanges commerciaux, les échanges intellectuels, les échanges d'étudiants, etc. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais ça pourrait être beaucoup plus fluide. Quand on passera un cap, quand on aura pris conscience de ce qu'on réalise, on fera tout ça beaucoup plus fluidement. C'est-à-dire avec bienveillance, avec amour, avec une vraie conscience de ce que nous sommes, etc. Et pour nous-mêmes, pour l'humain, savoir ce que son travail, ce qu'il fait dans sa vie pendant toute son existence, même s'il fait rien, même s'il agit, quoi qu'il fasse, à partir du moment où il apparaît sur cette planète, il agit pour cette œuvre gigantesque qui est la perfection. Donc, ça va donner du sens à chaque être humain. Voilà un peu l'idée telle que je la conçois. Alors, je relance Les Chemins de la Philosophie, Parménide. Affirmer que l'être est et que le non-être n'est pas, c'est à la fois absolument intuitif et logique, parce que tautologique, on ne fait que répéter ce qui est, l'évidence, et en même temps redoutable pour la pensée, parce qu'il est très difficile de savoir quel statut nous accordons au non-être. Dire que le non-être n'est pas, c'est déjà dire quelque chose sur le non-être, donc présupposer qu'il existe déjà.
et qu'il fait partie du côté, et qu'il est du côté de l'être. Ce sont les objections et les remarques que Platon, puis beaucoup plus tard Nietzsche et Heidegger lui feront, l'Ambros Glubaritis. Alors, pour préciser une nouvelle chose, c'est que je ne maîtrise pas ce sujet, donc c'est très intuitif, c'est une idée comme ça. Pour moi, par exemple, le livre de Parménide, enfin ce poème de Parménide qui parle d'une évolution d'un être humain vers quelque chose, pour moi, c'est la montée vers l'extase, c'est la montée vers la sagesse, la montée vers l'éveil. C'est mon point de vue, je le sens comme ça, c'est pas une analyse, voilà. Donc c'est important aussi d'avoir un peu, de lire le poème, et puis de voir, moi je l'ai lu, mais je m'en souviens plus, par exemple, j'ai plus de souvenirs de ce que j'ai lu de ce poème. Donc c'est pas une réflexion très pointue, quoi, je peux dire, à ce niveau-là. Simplement, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Peut-être que oui, ce poème, il parle de la montée vers l'éveil. C'est possible. Ça peut être un plus dans cette réflexion, pour moi. Hein, mais voilà. Où vous situez-vous dans ces interprétations? Oui, c'est que si on prend leur point de vue, c'est Platon le premier, et il montre la contradiction. Nier le non-être, c'est le prendre en compte. Oui, mais quand on regarde le texte de Parménide, il ne s'agit pas de ça. Il dit c'est un chemin inaccessible. Donc il ne parle pas du non-être pour l'affirmer, il parle d'un chemin inaccessible. Mais donc il reconnaît son existence, puisqu'un chemin existe. Non, il est hors d'accès, mais il est là. Inaccessible. Oui, mais il est là. Non, mais inaccessible, parce que ici, le chemin, c'est en fait un schème dans le mythe qui permet d'arriver à la réalité. Il ne faut pas objectiver le mythe. Le mythe a son statut propre. Et donc Alors, selon moi, mais le non-être, c'est la position de l'ego. C'est inaccessible parce qu'en fait, il n'atteint pas la vérité. On n'accède pas à la vérité. Dans la vie ordinaire, dans la conscience ordinaire, on accède à des petites vérités, on accède à des petites choses. On peut dire ceci c'est du miel, voilà, un restant de miel. Ceci est du miel, mais ça n'est pas la vérité. C'est une vérité, ça n'est pas la vérité fondamentale. Parce que pour moi, ça correspond à du miel. Pour l'humanité, on va pouvoir décrire ça comme ça, mais pour une abeille, ça sera complètement autre chose. C'est une autre... voilà. Et ce sont des vérités il y a beaucoup de vérités qui peuvent évoluer. Les vérités scientifiques, on voit bien que elles sont parfois dépassées. On arrive à des stades, on dit ça, on pensait que c'était comme ça n'est pas comme ça, etc. Donc, toutes les vérités qui semblent être vraies sont des constructions. C'est le terme miel, c'est un terme. C'est pour ça que des peintres, par exemple, ont écrit, Magritte dit « ceci n'est pas une pipe ». Il fait le dessin d'une pipe. Évidemment, c'est le dessin d'une pipe. Ça, c'est pas du miel, c'est un bocal qui contient du miel, mais le miel, en réalité, c'est une sensation sur la bouche. C'est pas le terme miel, le terme qu'on appelle ça miel, c'est autre chose. La réalité du miel, c'est ce qu'il fait réellement quand il prend mes papilles, ce qu'il fait à mon corps, etc. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui produit cette chose-là, etc. Donc ça serait, pour moi, c'est ça le non-être. Et l'être, alors, soit c'est ça, soit c'est inversé, et l'être, c'est la vérité, c'est le chemin vers la vérité. L'être, c'est l'éveil. L'être, c'est la vérité quand on est dans l'état d'extase, ce que le corps reçoit du monde, c'est l'être. Il est dans l'être. Il est en plénitude avec tous les êtres, avec tout ce qui est être, avec le divin, en fait. C'est ça. Mais pour moi. Allons-y.
Et donc, on utilise le mythe pour arriver à dire même des choses qu'on ne peut pas dire, justement. Le mythe a cette capacité de parler même de l'invisible. Le monde archaïque, c'est ça. C'est un monde invisible qu'on ne voit pas. Et le mythe dit les dieux, dit les morts, c'est-à-dire de façon visible, il parle de l'invisible. Donc, l'usage du mythe est capital. Dès qu'on détruit le mythe, et on arrive à des conclusions comme celle de Nietzsche, de Heidegger, ou bien surtout de Platon, que le critique. Mais c'est pas ça l'argument. L'argument de Parménide, c'est le suivant. Si on veut véritablement fonder la pensée, qui est continue, qui est basée sur le principe d'identité, elle est même, dit-il, persistant le même et dans le même, il est toujours égal à lui-même. Ça veut dire quoi ça? Pour arriver à cette identité, il faut, dit-il, il faut que le non-être ne soit pas pour que l'être soit pleinement. C'est-à-dire en niant, en rejetant le non-être, on donne à l'être, à ce qui est dans le présent, un caractère absolu. Voilà. À ce moment-là, on peut penser les choses. L'être, c'est le présent absolu. Et le présent absolu, c'est l'extase. Et il faut comprendre le non-être, donc il faut comprendre que ce qu'on vit à travers l'ego, à travers ce moi, à travers ce qui fait que, là, par exemple, je suis dans l'ego, je ne suis pas dans l'être, je ne suis pas dans le présent. Je dois anticiper, je ressens pas les choses du présent, je suis dans un état un peu comme dans une cage, je suis enfermé dans cette chose-là. Si j'étais pleinement dans le présent, je serais en état de contemplation et de sensation. Et c'est tout. Et sans que le cerveau réfléchisse, ça serait un état de pur immédiat. Je serais posé dans la conscience. Pour avoir fait cette expérience d'extase, qui a duré une semaine au tout début de la mécanique universelle et de façon accidentelle, j'ai bien fait la différence entre les deux états. L'état ordinaire, qui était l'état à 99,999 millions 999 999% du temps, et puis ce 0,001% du temps de mon existence qui a vécu cet état d'extase. Et c'est ça que cherche à atteindre l'humanité. C'est ça que cherche à atteindre l'humanité inconsciemment. C'est ce que nous construisons pour nos futurs descendants. Mais c'est ça que cherche à atteindre l'humanité quand elle utilise des drogues, quand elle utilise l'héroïne, quand elle utilise l'alcool, quand elle utilise, je ne sais pas, bref, des choses comme ça. C'est ce qu'elle cherche à atteindre quand elle travaille à travers le yoga, à atteindre cet état-là, ou à travers le tantrisme, ou à travers voilà, des expériences c'est ce qu'elle atteint dans les expériences de mort imminente, c'est ce qu'elle atteint, voilà. C'est ces moments qui sont complètement incroyables. Et ça, c'est être dans l'être, c'est être présent absolument. C'est la présence absolue. Et on sort du piège d'Héraclite, qui est justement une critique juste avant. Il dit c'est des gens qui ne savent pas penser, ils sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent l'être, le non-être dans le devenir. Et donc c'est, comme il dit, des acritaphiles à des gens qui sont sans discernement. Ils savent pas. Or, ce qu'il fait, lui, c'est une crisis. C'est la première crisis, décision philosophique majeure. Il faut que l'honnête ne soit pas pour que l'être soit et que la pensée puisse fonctionner. Donc, c'est la fondation du principe d'identité. Et aujourd'hui, c'est capital, parce que toute notre technologie se base sur le principe d'identité. Je ne peux pas faire les mêmes assiettes, et si ce principe d'identité ne fonctionnait pas, une machine produit les mêmes choses en prenant le principe d'identité comme critère. Mais est-ce que ça veut dire que le non-être est du côté du devenir? Parce que vous avez dit que la pensée, pour fonctionner, doit figer. Et donc, qu'elle doit faire comme si il y avait on pouvait isoler une sorte de fragment temporel pour pouvoir le penser et donc ne pas avoir à épouser le flux même du devenir. Or, il en va de même avec le non-être, dites-vous, puisque pour pouvoir penser, il faut affirmer l'être et donc il faut écarter le non-être. Est-ce que ça veut dire que le non-être est du côté du devenir? C'est une bonne question. C'est-à-dire, dans la première partie, il ne s'agit pas... Le non-être est du côté du devenir et du passé. En fait, c'est ce qui, dans l'état là, par exemple, je ne suis pas dans le présent absolu, je ne suis pas dans l'être, je ne suis pas en contemplation. Je suis occupé par le futur, même si j'y pense pas directement. Mais par exemple, je sais que quand j'ai fini la vidéo, je dois partir. Ça, c'est inclus dans l'ego, dans
dans l'état où le moi est, où je suis un autre que ce divin qui me constitue. Donc l'ego est par-dessus ce fondement qui apparaît quand je suis dans l'état d'extase. Dans l'état d'extase, c'est ce fondement qui prend le dessus et l'ego s'éteint, va se mettre dans un coin. Il n'est plus là, l'ego. Et l'ego, lui, il tient compte du futur, il tient compte du passé. Parce que le passé, il influence ma façon de parler là. Il influence mon inquiétude. Il influence ma façon de me comporter. C'est tout ce que j'ai vécu dans mon enfance fait que je me comporte comme ça dans la vie ordinaire, dans l'état d'ego. Mon ego se comporte comme ça. Dans l'état de l'être absolu, c'est-à-dire dans l'état d'extase, ça s'est éteint. Le passé est complètement éteint, donc il n'y a plus les pathologies qui sont liées à mon passé qui m'impactent, qui impactent le présent, parce que mon cerveau, il est posé sur le présent, il ne peut plus faire de référence au passé ni au futur. Donc rien n'impacte en réalité. Et c'est pour ça qu'on jubile l'absolu. Et ça, c'est absolument. Et ça, c'est l'extase. C'est l'état d'extase. Et il n'y a, pour moi, on n'est vivant que dans l'état d'extase. On n'est pleinement vivant que dans l'état d'extase. Dans l'état de l'ego, quand on vit notre ego, on est dans le non-être. On n'est pas dans l'être. Et c'est pas pour rien que chacun cherche à vouloir être le plus possible dans le présent, de jubiler du présent, parce que on sent bien que c'est ça qui est important. Quand on est tracassé et qu'on peut être face au plus beau paysage, si on a du souci, on va ressentir quelque chose de négatif. Le corps ne va pas jubiler, c'est pas vrai. Donc, si on a des angoisses, le corps va souffrir et pourtant on est au soleil, dans la meilleure des trucs, face à la mer ou j'en sais rien. Il y aurait tout pour être pleinement heureux et pourtant on ne l'est pas parce que l'esprit est ailleurs. Et c'est ça qui fait qu'on est dans l'être ou dans le non-être. Mais je pense. Il ne s'agit pas de devenir. Il s'agit justement de penser logiquement, approfondir la pensée et on exclut le non-être. Dans la seconde partie, effectivement, quand on parle des choses absentes, là on est dans les choses en devenir. Absentes, ça veut dire qu'elles sont loin de l'être. Elles sont appéhendant en grec, ça veut dire je m'éloigne d'eux. Et donc la pensée doit les rendre présentes, doit les rapprocher de l'être. Donc ça veut dire ceci que le devenir, effectivement, est du côté du non-être. Les choses qui sont en devenir, ce sont des choses, au pluriel cette fois-ci, au pluriel, c'est des choses qui sont absentes. Alors que dans la première partie, on est au singulier. Et on sait le singulier, ce qui est présent. Donc je traduis moi, et on, ce qui est dans le présent, et les éondas, les choses qui sont dans le présent, les éondas. Et donc les apéondas, c'est les choses absentes. Donc les choses en devenir, effectivement, il faut les exclure aussi. Sinon, il n'y a pas de pensée. C'est ça qu'il dit. Ne tombe pas dans le piège de penser le devenir. C'est impossible. Mais une fois qu'on a fondé la pensée, on peut appliquer la pensée et rendre présente les choses absentes. Effectivement, on écarte le devenir. Donc on écarte deux fois. Une fois le devenir, une fois le non-être. Et finalement... Par exemple, là, j'étais dans le futur. J'étais dans ce que je dois aller faire. Voilà. Cet après-midi, mon cerveau est parti là-dedans. J'ai pas entendu ce qui était en train de se dire au présent, et j'étais ailleurs. Et donc ma sensation, j'étais tendu, j'étais comme ça. Donc mon corps correspondait à quelque chose qui n'était pas là. Et la souffrance, à mon sens, elle est dans le fait de ne pas être là. C'est pour ça que quand j'ai eu l'expérience d'extase, j'ai vu qu'on peut tout soigner à travers l'extase. Je pense qu'on peut soigner un maximum de choses dans l'extase, parce que le corps fonctionne comme une horloge. Il n'a plus aucune pathologie
qui vont le contraindre. De temps en temps, je sens que je suis contracté comme ça parce que ma pensée est ailleurs et n'est pas dans le présent. Évidemment, c'est l'idéal. Simplement, c'est pas ce qu'on peut. C'est l'homme constructeur de paradis, ce que nous sommes, ne peut pas être dans l'état d'extase parfaite, tout le temps, permanente. Il peut le vivre un peu comme ça, de temps en temps, ou même par accident. Mais en fait, on n'y a pas droit. On n'a pas droit à l'extase. Parce qu'il faut construire le monde. L'extase, c'est la contemplation. On ne peut plus construire. On n'a plus d'intention. On ne peut plus dire demain il faut que je fasse ça, demain je vais construire la tour Eiffel, etc., etc. On peut plus rien, on peut plus se projeter. Donc on est dans le présent absolu et on jubile de cet état de présent absolu. Et en fait, maintenant, je me rends compte que je parle que de ça, de l'extase, et de la conscience ordinaire. Globalement, tout mon travail tourne autour de ça, mais parce que je pense que c'est le fondement. Alors après, évidemment, dans l'état ordinaire, il faut réfléchir, il faut penser politique, il faut penser à l'évolution de la société, il faut s'engager, il faut lutter contre ce qui nous paraît injuste, etc. Tout ça, c'est fondamental. Mais le fond, c'est être, non-être. Extase, non-extase. Extase, conscience ordinaire. Conscience extatique, conscience ordinaire. Et finalement, c'est assez intuitif, là encore, quand on dépasse les difficultés d'interprétation, que de dire que l'être ou le réel est uniquement présent, n'est pas dans le devenir, puisque nous ne pouvons faire l'expérience que ce qui est absolument présent. Et que c'est finalement, quand on propose une lecture, disons, ontologique de l'être en disant c'est un principe métaphysique, c'est une manière de ne pas voir qu'en fait, l'être, c'est juste ce qui est toujours devant, absolument présent. C'est le présent et qu'il n'y a pas d'autre. Le passé, le futur, le devenir n'ont pas de réalité à proprement parler. Oui, c'est vrai que je dirais, pour être plus prudent, chez Parménide, nous sommes dans la période qui va fonder tout cela. Et donc tout cela se fonde à travers un mythe. Et par conséquent, il n'y a pas d'objectivité véritable à ce moment-là. Et donc quand on prend le présent, c'est capital, puisque tout le poème est fondé sur le présent. Et peut-être c'est ça un peu la conclusion qu'on peut donner à Parménide. Le poème commence, les cabales qui m'emportent, c'est le présent. On fonde la pensée sur l'être, ce qui est dans le présent. Et l'application de la pensée, c'est apporter les choses dans le présent. Donc c'est une pensée de la continuité du présent. Le mythe transmute le mythe ancien qui avait une mémoire. Les muses avaient une mémoire. Et sinon, on est sans mémoire. C'est le présent dans le mythe. L'être, c'est dans le présent, donc la pensée peut penser parce que l'être est dans le présent. Et la pensée peut appliquer les choses qui sont absentes, c'est-à-dire les choses du devenir, en les faisant présentes. Donc effectivement, on peut dire que Parménide est le premier grand penseur, je ne dirais pas de l'être, mais de ce qui est possible dans l'intelligibilité des choses grâce au présent. Et à partir de Platon, c'est vrai que le présent devient central. Et chez Aristote aussi, Lucia est présente. Donc c'est vrai que quand vous dites que le présent est important, je dirais oui, à condition de ne pas réduire les choses à l'être. Parménide énonce dans son poème la difficulté principale et originelle qui affecte indifféremment toute chose, mais à laquelle répugne aussi toute chose dès lors qu'elle est chose pensante, comme le dit Descartes de l'homme. Et Aristote ne croit sans doute pas si bien dire lorsqu'il déclare, à propos des sentences de Parménide sur l'être et le non-être, que les esprits simples qui s'y laissent prendre s'empêtrent dans une difficulté archaïque. Cette difficulté archaïque est en effet le principe dont proviennent toutes les difficultés, tant intellectuelles qu'affectives, aussi bien capitale de la pensée que capitale de la douleur, pour reprendre une expression d'Éluard. La pensée selon laquelle ce qui est et ce qui n'est pas, est comme un centre d'attraction dont nulle pensée ne peut réussir à s'échapper. Le carrefour aimanté auquel revient nécessairement, bon gré mal gré, toute pensée d'où qu'elle vienne et où qu'elle tende.
Et c'est en ce sens que doit être entendu, me semble-t-il, l'énigmatique fragment 5 du poème de Parménide, qui laisse la plupart des commentateurs perplexes. Peu m'importe par où je commence, car je reviendrai ici. Je pense que ça a été réfléchi, pensé par beaucoup. Voilà. Moi est un autre, C'est au etc. début de ces principes de sagesse et de folie que Clément Rosset écrit ces lignes, L'Ambrose Glubaritis. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte superbe, car à la fois très simple et très précis, très pertinent, me semble-t-il, quant à son interprétation de Parménide. Ce qu'il affirme est assez proche de ce que vous affirmez, si je vous ai bien lu. Et il décrit très bien comment, au fond, ce que Parménide nous dit de la réalité, à savoir que nous ne pouvons la connaître qu'en tant qu'être, eh bien, c'est un piège. Qu'en fait, c'est comme un piège du réel lui-même et que c'est là le sort tragique de l'être humain, la différence. C'est pas un piège, c'est une réalité, mais inabordable. C'est, pour moi, c'est pas, évidemment pour Clément Rosset, justement, qui reste du côté du non-être, qui sublime. Alors, je sais pas, je connais pas bien son travail, j'ai un peu picoré comme ça, mais qui est du côté de plus de l'hédonisme, des choses comme ça, donc du non-être, mais qui est ce qu'il faut sublimer dans la vie ordinaire, pour l'homme constructeur que nous sommes, qui ne peut pas accéder à l'extase, il faut sublimer le non-être. On doit sublimer être le plus heureux possible, avoir le plus de petits bonheurs possibles, les bonheurs du non-être, le petit bonheur de l'ego, lié à l'ego, lié au moi, parce qu'on ne peut pas accéder au bonheur suprême de l'extase, de l'être. On ne peut pas y accéder. Mais c'est pas une erreur. Il faut le concevoir, c'est tout. C'est comme ça. C'est une réalité. Et évidemment, pour celui qui cherche l'être, je pense que Parménide parle d'une expérience, il parle de son expérience pour le chercheur d'extase. Pour le chercheur d'extase, ça se passe comme ça. C'est comme en Inde, ou dans le bouddhisme, Bouddha, il explique comment faire pour atteindre l'être, en somme, parce que c'est ça, atteindre le nirvana, atteindre l'état de Bouddha. Bouddha, c'est atteindre l'être. Mais il dit pas ça pour tout le monde. Il dit ça, en gros, pour ceux qui ont l'aptitude à faire ça, qui ont envie de faire ça, les éclaireurs qui vont s'intéresser à ça. C'est quelque chose qui ne peut pas concerner l'humanité, puisque l'humanité s'arrêterait si on atteignait tous l'extase. On serait tous en contemplation, on ne construit plus rien. Et il faut finir l'humanité. Donc ça concerne qu'une petite partie. C'est peut-être l'erreur justement du christianisme de dire il faut atteindre ça, il faut atteindre la sagesse, il faut atteindre la béatitude. On ne peut pas le donner pour tout le monde. On doit en parler, c'est fondamental, dire que ça existe, et celui qui va vouloir faire cette expérience, voilà, en Inde, il y a des gens, ils abandonnent tout et ils rentrent au monastère, etc. Dans l'islam, il y a ceux qui abandonnent tout et qui rentrent dans le soufisme et qui veulent expérimenter ça. C'est des éclaireurs, c'est comme ça. C'est comme, il y en a qui vont être attirés par la boxe, ils vont devenir boxeurs. On ne peut pas être tous boxeurs, mais celui qui a quelque chose qui le pousse, qui le motive, il va rentrer là-dedans. Des dieux. Oui, mais c'est très intéressant. Je ne connais pas le texte, mais effectivement, la seule chose que je dirais que cette idée rentre un peu dans notre logique de nos contradictions et d'identité, alors que le mythe excède ces logiques. Le fondement du mythe, je crois que le symbole Tao le montre, et c'est l'ambivalence. Et Parménide est le penseur à la fois de l'ambivalence par le mythe, de l'identité et de la contrariété avec les deux éléments. C'est-à-dire, il excède d'une certaine façon notre façon de réduire tout à l'être ou à la pensée. Donc, il excède. Et donc, la question aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. Est-ce que le réel n'est pas complexe? Est-ce que,
actuellement, ne sont pas excédés par cette réalité complexe aussi. C'est ce sur quoi vous écrivez aujourd'hui. Voilà. Et quelle est l'intelligibilité qu'il faut pour comprendre la complexité? Donc, c'est quand même hallucinant que ce poème, qui est très court, donne autant de fil à retordre et de clés en même temps. C'est là où il y a quelque chose d'inouï quand on y réfléchit, parce que le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce poème, c'est par centaines de milliers de penseurs, de jeunes philosophes, de jeunes étudiants qui travaillent là-dessus et qui planchent sur cette complexité. Donc la pensée archaïque est très complexe. Parménide essaie de la réduire, mais aujourd'hui, on redécouvre par la science une nouvelle complexité. La question est de savoir, est-ce que notre logique de la contradiction de l'identité sont capables d'expliquer l'intelligibilité des choses? Donc, oui, finalement, être ou ne pas être, c'est Shakespeare qui avait raison. C'est bien là la tragédie humaine, c'est de ne pas savoir répondre à cette question. Oui, mais il faut la dépasser. Comment on la dépasse? Mais on la dépasse d'abord par une pensée de l'un du multiple. Et au-delà de l'un du multiple, et je crois aux nouveaux critères de la complexité ces critères ne sont plus des critères linéaires, c'est l'interaction. Par exemple, nous sommes en interaction maintenant. Chacun de nous vient d'apprendre des choses. Et donc, on construit. Avec les interactions, on construit tout le temps. Et ça excède le stable, ça excède l'identité, tous ces phénomènes d'interaction. Et c'est ça la complexité aujourd'hui. Et le fondement, je dirais, la complexité, c'est l'interaction, ce n'est pas la relation. Et donc, ça dépasse nos logiques traditionnelles. Donc, il y a du travail à faire encore. Et je crois que la pensée archaïque a le mérite de nous apporter dans une logique qui est celle de l'ambivalence, qui précède la logique de l'identité. Aujourd'hui, nous avons une logique qui va au-delà de l'identité parce que nous venons après coup. Après avoir fait tout le trajet, nous retrouvons quelque part la pensée archaïque. Je reviendrai ici, c'est ce que dit Parménide dans le texte cité par Clément. C'est ça. Voilà, c'est exactement. Alors je vous propose de dépasser, et pour essayer de dépasser la logique, pour essayer d'affronter la complexité du réel. Il y en a un qui le fait à sa façon, être ou ne pas être, chante-t-il en anglais, alors ça va faire grincer des dents, et puis en chanter d'autres, écoutez. Bon. Malheureusement, on n'aura pas... Alors, dépasser la contradiction, eh bien, c'est ce que fait, à mon sens, la mécanique universelle, justement. Voilà. Donc, et malheureusement, ce que je voulais dire, c'est que on n'aura pas la fin du poème. On a eu les deux dans les deux dernières vidéos, dans les deux dernières audios, il y a eu des petites lectures de ce poème de Parménide. Et la fin n'est pas là. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup que je fasse une vidéo, parce que là, c'est fini. L'émission, elle se termine. C'est la dernière, c'est la chanson de fin. Donc, on n'aura pas la finalité. On n'a que la montée des choses, mais pas la clé. Pourquoi les cavales m'amènent derrière ces portes? Qu'est-ce qui se passe derrière? À mon sens, je ne me souviens plus du poème tel qu'il est fait. Mais je pense que je vais faire une vidéo avec la lecture du poème, de la fin du poème. Voilà, et comme ça, j'essaierai de voir s'il y a moyen de voir la finalité de ce travail de Parménide. Qu'est-ce qu'il veut donner à l'humanité en parlant de ça? Parce que ce qu'il parle, ce qu'il dit, c'est l'expérience dont il parle, l'extase, elle était déjà connue avant lui, bien entendu. Je pense que les Pythagore, etc. Et puis, bon, voilà, ces expérimentateurs de l'extase étaient là. Donc lui, il éclaire. Il fait l'expérience, à mon sens, et c'est un philosophe, donc il veut analyser la chose. Et il comprend qu'il y a l'être et le non-être. Et que c'est comme ça qu'il va le décider. Il va voir que dans l'état
d'extase, le cerveau est complètement ailleurs. Il est dans le présent absolu. Ça n'a rien à voir avec le cerveau dans l'état ordinaire de conscience. Et là, comme c'est un chercheur, comme c'est un génie, il veut comprendre et il dissèque et il va analyser et il va réussir à résumer sa pensée, son expérience en quelques phrases pour expliquer vraiment ce qu'il a vécu. Voilà, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute. Alors, vous me direz si vous voulez bien, si le son, là j'ai trouvé une astuce, en fait, j'arrivais pas à paramétrer, mais je pense que peut-être j'ai réussi à paramétrer comme il faut ce nouveau truc qui est bien meilleur que l'autre. Alors on va voir, vous me direz. Si c'est pas bon au niveau du son, n'hésitez pas à me le dire et j'achèterai quelque chose de plus conforme. J'achète toujours des pâquerettes, des trucs d'occasion, etc. Mais bon, j'investirai. Voilà. Et voilà. Et donc, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, vous savez, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec votre propre espace, YouTube ou ailleurs, mettre les vidéos en valeur. Vous pouvez faire des échanges de liens, vous me le dites et je le fais. Vous pouvez aller visiter surtout le site Mécanique Universelle où tout est écrit déjà. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.